Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion active face aux turbulences de marché qu'on connaît depuis notamment l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais c'est une séquence de plus parmi d'autres et c'est David Mellul qui est à mes côtés en plateau pour en parler, directeur général de Varenne Capital. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Avec des stratégies de gestion active, bien sûr, chez Varenne Capital. Alors, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on avait remis un peu les compteurs à zéro depuis Liberation Day, depuis le choc de début avril, en se disant que le pic de la menace tarifaire était sans doute derrière nous. On verra ce qu'il en est avec les dernières annonces de Donald Trump. Mais quand même, comment vous avez vécu, à travers vos stratégies actives, ce choc d'avril et ce contre-choc qui a suivi avec un retour des actifs risqués sur les niveaux qui prévalaient même de début d'année pour le S&P 500. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une séquence qu'on pouvait craindre, ou qu'on pouvait anticiper depuis le début de l'année. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité. C'était une séquence qui était très intéressante pour nous. C'est une séquence où les gérants actifs devaient démontrer justement la valeur ajoutée de leur approche. Et je pense que chez Varenne, on a été présent. On a agi de façon ordonnée à cet épisode, puisque si je me concentre juste sur les 10 premiers jours ou les 9 premiers jours du mois d'avril, globalement, on avait abordé cette séquence avec une exposition qui était déjà européenne, qui était à plus de 50% du portefeuille, ce qui était très étrange en fin d'année dernière. Certains me disaient, mais alors, pourquoi l'US n'est pas surpondéré dans votre location? On disait non, mais les US sont tout à fait leur place, mais l'Europe aussi, pour des raisons totalement différentes. Et donc on avait une exposition qui était relativement importante à l'Europe, 60-40, on va dire, 60 Europe. Et donc, dans cette séquence de volatilité, ce qu'on a essayé de faire, c'était de saisir ces opportunités. Saisir ces opportunités, ça nous exposait à augmenter le niveau d'exposition au marché, dans un marché qui était mal orienté. Et donc, on a déployé un petit peu tout notre arsenal d'expertise et on a transformé de l'exposition directionnelle, c'est-à-dire de l'exposition en action, en d'une exposition optionnelle. D'accord. Et ainsi faisant, globalement, on baissait l'exposition directe au marché, mais on améliorait le profil de gain si les marchés rebondissaient. Ouais. Et ça s'est finalement matérialisé très bien. Il faut aussi un peu de réussite dans notre métier. Ouais. Donc c'est vrai que le timing est important. Le timing est important. Le timing a été plutôt heureux, puisque c'est vrai qu'on avait saisi quelques opportunités sur des gros noms, PayPal, TSMC, Nike, sur lesquels on avait soit enfin les points d'entrée, et on a préféré rentrer en option, soit on a, pour certains cas, restructuré des positions d'option vers option. Et donc, en faisant ça, on désensibilise un petit peu le portefeuille si la baisse continue. J'entends. Et on s'expose à la hausse, au risque de hausse en tout cas, voilà. en cas de hausse. Et le rallye qu'on a eu par la suite a porté ses fruits. Ouais. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, David? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé dans l'analyse que vous faites des marchés, du positionnement des investisseurs et puis, j'allais dire, du contexte macro? Alors, on essaye le problème, c'est que Trump nous ramène très souvent au jour le jour, mais si on essaye d'avoir une vision fin d'année, qu'est-ce qui a été abîmé? Qu'est-ce qui reste en place intact de ce point de vue-là? Si on reprend un peu l'analyse globalement, consensus de marché en fin d'année dernière, tout le monde disait US. Pourquoi? Parce que le plan de l'administration Trump, à l'époque, était très convaincant. Baisse des dépenses. Donc on pourrait se permettre une baisse des recettes et donc au travers de quoi d'une baisse du taux d'imposition. On contient l'inflation avec la hausse de la production de pétrole sur le sol américain. Qu'est-ce qui a pris du plomb dans l'aile là-dedans? C'est que finalement l'efficacité du Doge, en tout cas à date, est un peu inférieure aux attentes. Ouais. Donc la baisse des dépenses n'est pas vraiment là. Donc ce qui veut dire que derrière c'est un effet domino. Si je ne vais pas réellement baisser mes dépenses, je ne peux pas réellement baisser mes recettes. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais effectivement, encore aujourd'hui, on vit un peu au jour le jour. On voit avec l'annonce d'aujourd'hui, le point d'attention, ça reste toujours cette espèce d'instabilité impossible d'anticiper. Mais on est quand même dans un environnement où les fronts géopolitiques, où les incertitudes géopolitiques avancent. Si on reprend beaucoup de hauteur, mais bon, globalement, on avance favorablement. L'Europe est plutôt stable dans cet environnement-là, présente toujours une décote en termes de valo par rapport aux US. Donc l'Europe a tout son sens. Alors bizarrement, les avions ont changé, donc maintenant, on comprend mieux ce qu'on disait en fin d'année dernière. Et en Europe, et aux États-Unis, les publications d'entreprises qu'on avait en portefeuille depuis le début de l'année ont été en ligne avec l'attente. C'était plutôt solide, en tout cas pour ce que nous avons dans notre univers d'analyse et d'investissement. Là où il manque des éléments, c'est sur les perspectives. Bien sûr. Il manque des éléments sur les perspectives parce que
ils n'ont pas de boule de cristal, hein, les CEO des grands groupes américains. On ne sait toujours pas ce que ça va donner concrètement, même les externalités négatives de cette incertitude sur les droits de douane. Globalement, on ne sait pas ce que ça va induire comme incidence sur les entreprises américaines, les taux d'intérêt et l'inflation. Ouais. Tout ça, ça reste encore sans une grande lecture. Donc forcément, sur les boîtes américaines, on a des perspectives qui sont relativement floues. Certains ont même arrêté d'en faire. Ah oui. Donc, beaucoup de guidances qui ont été abandonnées, ou pour le quarter, ou pour le reste de l'année. Pour le reste de l'année, bien sûr. Donc ça, c'est forcément, c'est pas perçu comme très rassurant, mais bon an, mal an, les choses commencent à se mettre en place. Tout le monde a bien compris que le jeu de Trump, là, c'est un rapport de force, c'est une posture de négociation. Le point d'attention, ça va surtout être sur la restructuration de cette dette, l'amélioration des conditions de la dette aux États-Unis. Alors, on a constamment des échéances sur de la dette américaine. Donc, après, on peut sortir des chiffres, mais finalement, c'est un peu toujours les mêmes. Mais ce qu'il essaye de faire, l'administration Trump, c'est de trouver une meilleure structure ou structuration à sa dette. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées, des projets d'accords, de swap avec des grandes banques. Bon, tout ça, c'est pas encore totalement clair, c'est pas totalement entériné, mais on a une trajectoire. On commence, si on a envie de faire un peu d'optimisme, on commence quand même à avoir une lecture qui est un peu améliorée par rapport au début d'année et qui sera probablement encore améliorée dans les prochains mois. Et on a passé alors ce qu'on appelle le pic Trump ou le pire de Trump, effectivement autour de 2 avril. L'idée qu'on ne savait plus du tout où on allait, avec des tarifs qui n'avaient aucun sens, ni queue ni tête, et qu'on ne savait pas où était la limite. Le marché a quand même réussi à encadrer un peu les choses. On a vu que Trump répondait aussi à la réponse du marché. Et donc aujourd'hui, même si on n'a pas une visibilité extraordinaire, vous dites, on peut quand même considérer avec une certaine confiance que le pire du pire est passé, quoi. Le pire du pire est passé. En tout cas, on comprend mieux où on va. On comprend mieux où on va. Je comprends. Trump et son administration parlent à son électorat. Là, il fait preuve de plus de pragmatisme. Et ça a un petit peu rassuré le marché. C'est clair pour tout le monde que c'est une posture de négociation. Et à un moment, c'est un patron de PME qui est en train de négocier, avec ses fournisseurs et ses clients. Avec 150 clients en même temps, quoi. Voilà, première économie mondiale. C'est pas grave. Non, mais c'est sûr. Et on verra ce qui ressort du pari budgétaire, de la loi budgétaire, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des parties pro-business, effectivement, dans le plan de Trump, et que ces parties-là, même si elles seront peut-être un peu moins importantes que prévu, elles vont quand même arriver. Et il va quand même délivrer aussi sur ces baisses d'impôts, la dérégulation, qui sont les prochaines séquences importantes. Mais oui, dire que ça prend du temps ou que c'est inférieur aux attentes, c'est juste que le rythme, finalement, de libération un petit peu de cette énergie positive, il est inférieur aux attentes. Mais il est là. La trajectoire reste ça reste quand même une politique pro-business. Il va falloir quand même faire attention à tout ça parce que il tire quand même un peu dans le pied de certains business américains avec ces hausses de barrières douanières. Et le risque, c'est qu'on ait des hausses de prix qui ne soient pas uniquement liées à la hausse des barrières douanières, mais finalement à l'abandon de l'importation de certains produits. Ce qui veut dire que si on a une baisse de l'offre, on va forcément avoir une hausse très importante des coûts. Et c'est ça, notamment à ça que je pense quand je parle d'externalités négatives. Tout ça, c'est très compliqué de l'analyser, de l'anticiper. Mais on comprend une trajectoire, on a toujours une politique pro-business. Qu'est-ce que ça implique effectivement alors pour la dynamique des marchés, l'environnement de marché et les stratégies de Varenne Capital pour la suite de l'année là? Alors, pour la dynamique de marché, je pense que ça reste malgré tout plutôt favorable parce qu'on a quand même été on a eu une vraie période d'incertitude où globalement les indices d'incertitude étaient au plus haut historique. Globalement, on est un peu rassuré. Ça veut dire que potentiellement les investisseurs peuvent se repositionner sur des points qui sont relativement favorables. Attention, les marchés ne sont pas tous valorisés équivalents. En Europe, on a une valorisation qui reste très basse. On a paradoxalement un environnement qui est sur un plan macroéconomique beaucoup plus fragile mais plus stable qu'aux États-Unis. Donc il y a vraiment des choses à faire en Europe. Et là,
Et c'est là, notamment, où la gestion active doit tirer son épingle du jeu, c'est que là, il faut vraiment faire du cherry picking. Et c'est là que la qualité, finalement, des gérants et des processus de gestion vont pouvoir être mis à l'épreuve. Aux US, on en a reparlé, il ne faut pas avoir peur aussi d'aller sur des très gros noms, selon nous, y compris ceux qui ont très bien performé ces dernières années. C'est pas parce que... La tech, quoi. Notamment, dans la tech, en tout notamment cas. Dans la tech, il y a encore de très belles opportunités, il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a des entreprises qui traitent sur des... Même si les cours de bourse ont beaucoup progressé, quand on regarde les price earnings projetés, eh bien, on est sur des niveaux de PE qui sont plus bas qu'il y a 12 mois ou 24 mois. Donc, ça, en relatif, on n'est pas très cher. Rapporté à la croissance de ces entreprises, il faut intégrer. On est un peu, on a cette espèce de persistance rétinienne où tout ce qu'on voit, c'est la performance des 12, 18, 24 derniers mois. C'est énorme, c'est énorme. Oui, mais la croissance des bénéfices a parfois été bien supérieure à ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de se positionner là-dessus. Donc, tout ça est plutôt favorable. Nous, on a fini le mois d'avril positif sur tous nos fonds et positif sur tous nos moteurs de performance. Je rappelle quand même que chez Varenne, dans les fonds historiques, on combine du long action, du short action, de l'arbitrage de fusion-acquisition et des couvertures macroéconomiques. Ce qui est intéressant, c'est que tous les moteurs ont contribué en même temps. Et c'est là où on voit finalement dans l'environnement, il y a beaucoup de dispersion, beaucoup de volatilité. Si la sélection de valeur est bien faite sur le long comme sur le short, parce que ce sont deux formes d'exposition directionnelle indépendantes, mais on peut avoir un moteur long positif, un moteur short positif. Sur l'arbitrage de fusion-acquisition, il y a un environnement qui reste assez cabossé. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'opérations, mais il y a quand même encore des opportunités à les saisir. Et notre dispositif de couverture qui vise à nous protéger des risques extrêmes qui ne se sont pas matérialisés, mais les thèses commençaient à prendre un petit peu de corps. À la fin du mois d'avril, même les couvertures macroéconomiques en prix de marché amener une contribution. Ont apporté une contribution positive à la performance. Donc tout ça est très favorable. Merci beaucoup David. Merci d'être venu nous éclairer effectivement sur cet environnement de marché, la place des stratégies actives et de celles que vous développez chez Varenne Capital. David Mellul qui était à mes côtés en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, directeur général de Varenne Capital. Merci.